L'histoire s'intitule « L'escarboucle bleu ». C'était le surlendemain de Noël. Je m'étais rendu chez mon ami Sherlock Holmes afin de lui présenter les vœux d'usage en cette période de l'année. Je le trouvai en robe de chambre, pourpre, allongé sur son divan, son râtelier à pipe à portée de main. Sur le parquet, un tas de journaux dépliés et froissés indiquaient qu'il avait dépouillé avec soin la presse du matin. On avait approché du divan une chaise, au dossier de laquelle était accroché un chapeau melon, graisseux et minable, bosselé par endroits, et qui n'était plus neuf depuis très longtemps. Une loupe et une pince, posées sur le siège, donnaient à penser que le triste objet n'avait été placé là qu'aux fins d'examen. « Vous êtes occupé, dis-je. Je vous dérange ?»« Nullement, Watson. Je suis au contraire ravi d'avoir un ami avec qui discuter mes conclusions. L'affaire n'a pas la moindre importance. Mais ce vieux couvre-chef soulève quelques menus problèmes qui ne sont pas dépourvus d'intérêt et qui pourraient être assez instructifs. » Je m'assis sur le fauteuil de Holmes et me réchauffai les mains devant le feu qui pétillait dans la cheminée. Il gelait sévèrement et les vitres étaient couvertes d'épaisses fleurs de givre. « J'imagine, déclarai-je, que malgré son innocente apparence, ce chapeau joue un rôle dans quelque tragique histoire, qu'il est l'indice qui vous permettra d'élucider quelque mystérieuse affaire et de provoquer le châtiment d'un odieux criminel. »« Il n'est nullement question de ça, » répondit Holmes en riant. « Il ne s'agit pas d'un crime, mais d'un de ces petits incidents amusants qui arrivent nécessairement quand 4 millions d'individus coudoient dans un espace de 1000 carrés. Étant donné la multiplicité et la diversité des activités d'une telle foule, on peut s'attendre à rencontrer toutes les combinaisons d'événements possibles, et bien des petits problèmes intéressants, parce que bizarres, et qui ne relèvent pas pour autant de la criminologie. Nous en avons déjà fait l'expérience. « C'est si vrai, fis-je observer, que des 6 affaires qui font l'objet de mes dernières notes, 3 au moins ne comportaient aucun crime, au sens légal du mot. »« Très juste. Vous faites allusion à la récupération des papiers d'Irene Adler, à la curieuse affaire de Miss Mary Sutherland et à l'affaire de l'homme à la lèvre tordue. Je suis convaincu que la petite énigme qui m'intéresse en ce moment ressortit à la même catégorie. Vous connaissez Peterson, le commissaire ? » ?»« Oui. C'est à lui qu'appartient ce trophée. »« C'est son chapeau ? » ?»« Non, il l'a trouvé. Son propriétaire est inconnu. Je vous demanderai d'examiner ce chapeau, en le considérant non pas comme un galurin, qui n'en peut plus, mais comme un problème intellectuel. Auparavant, toutefois, je veux vous dire comment il est venu ici. Il est arrivé chez moi le matin de Noël, en compagnie d'une belle oie bien grasse, qui, je n'en doute pas, est à l'heure qu'il est en train de rôtir sur le feu de Peterson. Les faits, les voici. Le matin de Noël, vers 4 heures, Peterson, qui, comme vous le savez, est un garçon parfaitement honnête, rentrait chez lui après une petite bombe quand, dans Tottenham Court Road, à la lumière des réverbères, il aperçut, marchant devant lui, et zigzagant un peu, un homme assez grand qui portait une oie sur l'épaule, au coin de Gooch Street. Une querelle éclata entre cet individu et une poignée de voyous, dont l'un lui fit sauter son chapeau. L'homme leva sa canne pour se défendre et, lui faisant décrire un moulinet au-dessus de sa tête, fracassa la glace du magasin qui se trouvait derrière lui. Peterson se mit à courir pour porter secours au bonhomme, mais celui-ci, stupéfait d'avoir fait voler une vitrine en éclats et peut-être inquiet de voir arriver sur lui un type en uniforme, laissait tomber son oie, tournait les talons et s'évanouissait dans le labyrinthe des petites rues voisines. Les voyous ayant eux aussi pris la fuite à son apparition, Peterson restait maître du champ de bataille. Il ramassa le butin, lequel se composait de ce chapeau qui défie les qualificatifs, et d'une oie, à qui il n'y avait absolument rien à reprocher. Naturellement, il les a restitués, l'un et l'autre, à leur légitime propriétaire. C'est là, mon cher ami, que gît le problème. Il y avait bien attaché, à la patte gauche de l'oie, une étiquette en carton portant l'inscription pour Madame Henry Baker. On trouve aussi sur la coiffe du chapeau les initiales HB. Mais comme il y a dans notre bonne ville quelques milliers de Baker et quelques centaines de Henry Baker, il est difficile de trouver le bon
pour lui rendre son bien. Finalement, quel parti Peterson a-t-il pris? Sachant que la moindre petite énigme m'intéresse, il m'a, le jour de Noël, apporté ses trouvailles. Nous avons gardé l'oie jusqu'à ce matin. Aujourd'hui, malgré le gel, certains signes indiquaient qu'elle demandait à être mangée sans délai. Peterson l'a donc emportée vers ce qui est l'inéluctable destin des oies de Noël. Quant au chapeau, je l'ai gardé. Son propriétaire n'a pas mis 2 lignes dans le journal pour le réclamer? Non. De sorte que vous n'avez rien qui puisse vous renseigner sur son identité. Rien. Mais nous avons le droit de faire quelques petites déductions. En partant de quoi? Du chapeau? Exactement. Les santé, qu'est-ce que ce vieux melon pourrait vous apprendre? Voici ma loupe, Watson. Vous connaissez ma méthode. Regardez et dites-moi ce que ce chapeau vous révèle sur la personnalité de son propriétaire. J'ai pris l'objet sans enthousiasme et l'examinai longuement. C'était un melon noir très ordinaire, qui avait été porté et pendant très longtemps par un homme dont la tête ronde n'offrait aucune particularité de conformation. La garniture intérieure, en soie, rouge à l'origine, avait à peu près perdu toute couleur. On ne relevait sur la coiffe aucun nom de fabricant, il n'y avait que ses initiales, HB, dont Holmes m'avait parlé. Le cordonnet manquait, qui aurait dû être fixé à un petit œillet percé dans le feutre du bord. Pour le reste, c'était un chapeau fatigué, tout bosselé, effroyablement poussiéreux, avec ça et là des taches et des parties décolorées qu'on paraissait avoir essayé de dissimuler en les barbouillant d'encre. Je ne vois rien, dis-je en restituant l'objet à mon ami. Permettez, Watson, vous voyez tout. Seulement vous n'osez pas raisonner sur ce que vous voyez. Vous demeurez d'une timidité excessive dans vos conclusions. Alors, puis-je vous demander ce que sont vos propres déductions? Holmes prit le chapeau en main et le considéra de ce regard perçant, qui était chez lui très caractéristique. Il est peut-être, dit-il, moins riche en renseignements qu'il l'aurait pu l'être, mais on peut cependant, de son examen, tirer certaines conclusions, qui sont incontestables, et d'autres qui représentent à tout le moins de fortes possibilités. Que le propriétaire de ce chapeau soit un intellectuel, c'est évident. Bien entendu, comme aussi qu'il ait été, il y a 3 ans, dans une assez belle situation de fortune. Encore qu'il ait depuis connu des jours difficiles. Il était prévoyant, mais il l'est aujourd'hui bien moins qu'autrefois, ce qui semble indiquer un affaissement de sa moralité. Observation qui, rapprochée de celle que nous avons faite sur le déclin de sa fortune, nous donne à penser qu'il subit quelques influences pernicieuses, celle de la boisson, vraisemblablement. Ce vice expliquerait également le fait, pas tant celui-là, que sa femme a cessé de l'aimer. Mon cher Holmes, ignorant ma protestation, Holmes poursuivait. Il a pourtant conservé un certain respect de soi-même. C'est un homme qui a mené une vie sédentaire, sort peu, et se trouve en assez mauvaise condition physique. J'ajoute qu'il est entre 2 âges, que ses cheveux grisonnent, qu'il est allé chez le coiffeur ces jours-ci, et qu'il se sert d'une brillantine au citron. Tels sont les faits les plus incontestables que ce chapeau nous révèle. J'oubliais, il est peu probable que notre homme ait le gaz chez lui. J'imagine, Holmes, que vous plaisantez. Pas le moins du monde. Vous n'allez pas me dire que, connaissant maintenant mes conclusions, vous ne voyez pas comment je les ai obtenues. Je suis idiot, je n'en doute pas, mais je dois vous avouer, Holmes, que je suis incapable de vous suivre. Par exemple, de quoi déduisez-vous que cet homme est un intellectuel? Pour toute réponse, Holmes mit le chapeau sur sa tête. Sa coiffure lui couvrit le front tout entier et vint s'arrêter sur l'arête de son nez. Simple question de volume, dit-il. Un homme qui a un crâne de cette dimension doit avoir quelque chose à l'intérieur. Et le déclin de sa fortune? Ce chapeau est vieux de 3 ans. C'est à un moment-là qu'on a fait ses bords plats relevés à l'extérieur. Il est de toute première qualité. Regardez le ruban et la garniture intérieure. Si le personnage pouvait se payer un chapeau de prix, il y a 3 ans, il ne s'en est pas acheté un depuis. C'est évident que ses affaires ne sont pas brillantes. Je vous accorde que c'est en effet très probable, mais la prévoyance et l'affaissement de moralité... Sherlock Holmes se mit à rire. La prévoyance, tenez, elle est là.
Il posait le doigt sur le petit œillet métallique fixé sur le bord du chapeau. Cet œillet, expliqua-t-il, le chapelier ne le pose que sur la demande du client. Si notre homme en a voulu un, c'est qu'il est dans une certaine mesure prévoyant, puisqu'il a songé au jour de grand vent et pris ses précautions en conséquence. Mais nous constatons qu'il a cassé le cordonnet et ne s'est pas donné la peine de le faire remplacer, d'où nous concluons qu'il est maintenant moins prévoyant qu'autrefois, signe d'un certain caractère plus faible aujourd'hui qu'hier. Par contre, il a essayé de dissimuler des taches en les recouvrant d'encre, ce qui nous prouve qu'il a conservé un certain amour-propre. Votre raisonnement est certes plausible. Quant au reste, l'âge, les cheveux grisonnants, récemment colorés, coupés, à l'emploi de la brillantine au citron, tout cela ressort d'un examen attentif de l'intérieur du chapeau, dans sa partie inférieure. La loupe révèle une quantité de bouts de cheveux minuscules manifestement coupés par des ciseaux du coiffeur. Ils sont gras et l'odeur de la brillantine au citron est très perceptible. Cette poussière, vous le remarquez, ce n'est pas de la poussière grise et dure qu'on ramasse dans la rue, mais la poussière brune et floconneuse qui flotte dans les appartements. D'où nous pouvons conclure que ce chapeau restait la plupart du temps accroché à une patère. Les marques d'humidité qu'on distingue sur la coiffe prouvent que celui qui le portait transpirait abondamment, ce qui donne à croire qu'il n'était pas en excellente condition physique. Et vous avez aussi parlé de sa femme, allant jusqu'à dire qu'elle ne l'aimait plus. Ce chapeau n'a pas été brossé depuis des semaines. Quand votre femme, mon cher Watson, vous laisse sortir avec une coiffe sur laquelle je verrai s'accumuler la poussière de 8 jours, je craindrais fort que vous n'ayez vous aussi perdu l'affection de votre épouse. Mais cet homme était peut-être célibataire. Vous oubliez, Watson, qu'il rapportait une noix à la maison pour l'offrir à sa femme. Rappelez-vous l'étiquette accrochée à la patte du volatile. Vous avez réponse à tout, et pourtant, comment diable pouvez-vous avancer que le gaz n'est pas installé chez lui? Une tache de bougie peut être accidentelle. 2 passent encore. Mais quand j'en en compte pas moins de 5, je pense qu'il y a de fortes chances pour que le propriétaire du chapeau, sur lesquels je les relève, se serve fréquemment d'une bougie. Et je l'imagine montant l'escalier, son bougeoir d'une main et son chapeau de l'autre. Autant que je sache, le gaz ne fait pas de tache de bougie. Vous êtes content maintenant? Mon Dieu, répondis-je en riant. Tout cela est fort ingénieux. Mais étant donné qu'il n'y a pas eu crime, ainsi que vous le faisiez vous-même remarquer tout à l'heure, et qu'il ne s'agit en somme que d'une noix perdue, j'ai bien peur que vous ne vous soyez donné beaucoup de peine pour rien. Sherlock Holmes ouvrait la bouche pour répondre quand la porte s'ouvrit brusquement, livrant passage à Peterson, qui se rua dans la pièce, les joues écarlates et l'air complètement ahuri. « Loi, monsieur Holmes, loi !»« Eh bien quoi, loi? Elle est revenue à la vie, elle s'est envolée par la fenêtre de la cuisine. » Holmes avait tourné la tête à demi pour mieux voir le visage congestionné du commissionnaire. « Regardez, monsieur, ce que ma femme lui a trouvé dans le ventre. » La main ouverte, il nous montrait une pierre bleue, guère plus grosse qu'une fève, mais d'un éclat si pur et si intense qu'on la voyait scintiller au creux sombre de sa paume. Sherlock Holmes émit un petit sifflement. « Fichtre, Peterson, c'est ce qui s'appelle découvrir un trésor. Je suppose que vous savez ce que vous avez là. Un diamant, dame. Une pierre précieuse, ça vous coupe le verre comme si c'était du mastic. » « C'est plus qu'une pierre précieuse, Peterson. C'est la pierre précieuse. »« Tout de même pas l'escarboule bleue de la comtesse de Morcar, demandai-je. »« Précisément si. Je finis par savoir à quoi elle ressemble, ayant lu, chaque jour, ces derniers temps, la description qu'en donne l'avis publié dans le Times. C'est une pierre unique d'une valeur difficile à estimer, mais 20 fois supérieure, très certainement, aux 1000 livres de récompense promise. 1000 livres, grand Dieu! Peterson se laissa tomber sur une chaise. Il nous dévisageait avec des yeux écarquillés. C'est effectivement le montant de la récompense, reprit Holmes. J'ai tout lieu de croire, d'ailleurs, que pour des raisons de sentiment, la comtesse abandonnerait volontiers la moitié de sa fortune pour retrouver sa pierre. Si je me souviens bien, dis-je, c'est au Cosmopolitan Hotel qu'elle l'a perdue. C'est exact.
Précisons, le 22 décembre, il y a donc 5 jours. John Horner, un plombier, a été accusé d'avoir volé dans la boîte à bijoux de la comtesse. Les présomptions contre lui ont paru si fortes que l'affaire a été renvoyée devant la cour d'assises. Il me semble bien que j'ai ça là-dedans. Holmes, fourrageant dans ses journaux, jetait un coup d'œil sur la date de ceux qui lui tombaient sous la main. Il finit par en retenir un, qu'il déplia, cherchant un article dont il nous donne la lecture à voix haute. Le vol du Cosmopolitan Hotel. John Horner, 26 ans, plombier, a comparu aujourd'hui. Il était accusé d'avoir, le 22 décembre dernier, volé dans le coffret à bijoux de la comtesse de Morcar la pierre célèbre connue sous le nom d'escarboucle bleu. Dans sa déposition, James Ryder, chef du personnel de l'hôtel, déclara qu'il avait lui-même, le jour du vol, conduit Horner à l'appartement de la comtesse, où il devait exécuter une petite réparation à la grille de la cheminée. Ryder demeura un certain instant avec Horner, mais fut par la suite obligé de s'éloigner, du fait de ses occupations professionnelles. À son retour, il constata que Horner avait disparu, qu'un secrétaire avait été forcé et qu'un petit coffret dans lequel on devait la prendre, ultérieurement, la comtesse rangeait ses bijoux, avait été vidé de son contenu. Ryder donna l'alarme immédiatement et Horner fut arrêté dans la soirée. La pierre n'était pas en sa possession, et une perquisition prouva qu'elle ne se trouvait pas non plus dans son domicile. Catherine Cusack, femme de chambre de la comtesse, fut entendue ensuite. Elle déclara être accourue à l'appel de Ryder et avoir trouvé les choses telles qu'elle les avait décrites le précédent témoin. L'inspecteur Bradstreet, de la division B, déposa le dernier. Disons que Horner avait essayé de s'opposer par la violence à son arrestation et protester de son innocence avec énergie. Le prisonnier ayant déjà subi une condamnation pour voie, le juge a estimé que l'affaire ne pouvait être jugée sommairement et ordonné son renvoi devant la cour d'assises. Horner, qui avait manifesté une vive agitation durant les débats, s'est évanoui lors de la lecture du verdict et a dû être emporté, encore inanimé, hors de la salle d'audience. « Parfait, dit Holmes, posant le journal. Pour le juge de la première instance, l'affaire est terminée. Pour nous, le problème consiste à établir quels sont les événements qui se placent entre l'instant où la pierre est sortie du coffret et celui où elle est entrée à l'intérieur de l'oie. Vous voyez, mon cher Watson, que nos petites déductions prennent brusquement une certaine importance. Voici l'escarboucle bleu. Elle provient du ventre d'une oie, laquelle appartenait à un certain M. Henry Baker, le propriétaire de ce vieux chapeau avec lequel je vous ai importuné. Il faut que nous nous mettions sérieusement à chercher ce monsieur, afin de découvrir le rôle exact qu'il a joué dans toute cette histoire. Nous aurons recours, pour commencer, au procédé le plus simple, qui est de publier un avis de quelques lignes dans les journaux du soir. Si nous ne réussissons pas comme ça, nous aviserons. Cet avis, comment allez-vous le rédiger? Donnez-moi un crayon et un morceau de papier. Merci. Voyons un peu. Trouvez au coin de Goodge Street une oie et un chapeau melon noir. Monsieur Henry Baker les récupérera en se présentant ce soir à 6h30 au 221 Baker Street. C'est simple et clair. Très clair, mais ces lignes les verra-t-il? Aucun doute là-dessus. Il doit surveiller les journaux étant donné qu'il est pauvre et que cette perte doit l'ennuyer. Après avoir eu le malheur de casser la glace d'une devanture, il a pris peur quand il a vu arriver Peterson, et n'a songé qu'à fuir. Mais depuis, il a dû regretter amèrement d'avoir suivi son premier mouvement, qui lui coûte son oie. C'est à dessein que je mets son nom dans la vie. S'il ne le voyait pas, les gens qui le connaissent le lui signaleront. Tenez, Peterson, portez ça à une agence de publicité et faites-le publier dans les feuilles du soir. Lesquelles, monsieur? Eh bien, toutes. Le Globe, le Star, le Pall Mall, le St. James Gazette, l'Evening News, l'Evening Standard, l'Echo et les autres. Toutes celles auxquelles vous penserez. Bien, monsieur.
Pour la pierre? La pierre, je vais la garder, merci. À propos, Peterson, en revenant, achetez donc une oie. Il faut que nous en ayons une à remettre à ce monsieur pour remplacer celle que votre famille se prépare à dévorer. Le commissaire partit. Holmes prit la pierre entre deux doigts et l'examina à la lumière. Joli caillou, dit-il. Regardez-moi ces feux. On comprend qu'il ait provoqué des crimes. Il en va de même de toutes les belles pierres. Elles sont l'appât favori du diable. On peut dire que toutes les facettes d'un diamant ancien, pourvu qu'il soit de grande valeur, correspondent à quelque drame. Cette pierre n'a pas 20 ans. Elle a été trouvée sur les rives de l'Amoy, un fleuve du sud de la Chine. Et ce qui la rend remarquable, c'est qu'elle a toutes les caractéristiques de l'escarboucle, à ceci près que sa teinte est bleue, au lieu d'être d'un rouge de rubis. Malgré sa jeunesse, elle a une histoire sinistre. 2 assassinats, un suicide, un attentat au vitriol et plusieurs vols. Voilà ce que représentent déjà ces 40 grains de charbon cristallisés. Avoir un objet si éblouissant, croirait-on qu'il n'a jamais été créé que pour expédier les gens en prison ou à l'échafaud? Je vais toujours le mettre dans mon coffre et envoyer un mot à la comtesse pour lui dire qu'il est en ma possession. Croyez-vous à l'innocence de Horner? Pas la moindre idée. Et pensez-vous que l'autre, ce Baker, soit pour quelque chose dans le vol? Il est infiniment probable, je pense, que cet Henry Baker ne sait rien et qu'il ne se doutait guère que l'oie qu'il avait sous le bras valait plus que si elle avait été en or massif. Nous serons fixés là-dessus par une petite épreuve très simple si notre annonce donne un résultat. Jusque-là, vous ne pouvez rien faire? Rien. Dans ces conditions, je vais reprendre ma tournée et rendre visite à mes malades. Je m'arrangerai pour être ici à 6h30, car je suis curieux de connaître la solution de ce problème qui me semble terriblement embrouillé. Je serai ravi de vous voir. Le dîner est à 7h et Madame Hudson cuisine, je crois, un coq de bruyère. Compte tenu des récents événements, je ferai peut-être bien de la prier de s'assurer de ce qu'il a dans le ventre. Une de mes visites s'étant prolongée plus que je ne pensais, il était un peu plus de 6h30 quand je me trouvais dans Baker Street. Comme j'approchais de la maison, je vis éclairé par la lumière qui tombait de la fenêtre en éventail, placé au-dessus de la porte, un homme de haute taille qui portait une toque écossaise et qui attendait son par-dessus, boutonné jusqu'au menton. La porte s'ouvrit, comme j'arrivais, et nous entrâmes ensemble dans le bureau de mon ami. « Monsieur Henry Baker, je présume ?» dit Sherlock Holmes, quittant son fauteuil en saluant son visiteur avec un air aimable qui lui était si facile de prendre. « Asseyez-vous près du feu, monsieur Baker, je vous en prie. La soirée est froide et je remarque que votre circulation sanguine s'accommode mieux de l'été que de l'hiver. Bonsoir, Watson, vous arrivez juste. Ce chapeau vous appartient à monsieur Baker? Sans aucun doute, monsieur. L'homme était solidement bâti, avec des épaules rondes et un cou puissant. Il avait le visage large et intelligent. Sa barbe taillée en pointe grisonnait. Une touche de rouge sur le nez et les pommettes ainsi qu'un léger tremblement des mains semblaient justifier les hypothèses de Holmes quant à ses habitudes. Il avait gardé relevé le col de son pardessus élimé et ses maigres poignets sortaient des manches. Il ne portait pas de manchette et rien ne prouvait qu'il eût une chemise. Il parlait d'une voix basse et saccadée, choisissait ses mots avec soin et donnait l'impression d'être un homme instruit et même cultivé, que le sort avait passablement maltraité. Ce chapeau et cette oie, dit Holmes, nous les avons conservés pendant quelques jours parce que nous pensions qu'une petite annonce finirait par nous donner votre adresse. Je me demande pourquoi vous n'avez pas fait paraître quelques lignes dans les journaux. Le visiteur rit d'un air embarrassé. Je vois maintenant bien moins de shillings que je n'en ai vu autrefois, expliqua-t-il. Comme j'étais convaincu que les voyous qui m'avaient attaqué avaient emporté et le chapeau et l'oie, je me suis dit qu'il était inutile de cacher de l'argent dans l'espoir de les récupérer. C'est bien naturel. À propos de l'oie, je dois vous dire que nous nous sommes vus dans l'obligation de la manger. De la manger? L'homme avait sursauté, presque à quitter son fauteuil. Oui, reprit Holmes. Si nous l'avions fait, elle n'aurait été d'aucune utilité à personne.
Mais je veux croire que l'oie que vous voyez sur cette table remplacera la vôtre avantageusement. Elle est à peu près du même poids et elle est fraîche. Baker poussa un soupir de satisfaction. Évidemment. Bien entendu, poursuivit Holmes, nous avons toujours les plumes, les pattes et le gésier, si vous les voulez. L'homme éclata d'un rire sinistre. Je pourrais les conserver en souvenir de cette aventure, s'écria-t-il. Mais pour le surplus, ces disjecta membra ne me serviraient de rien. Avec votre permission, je préfère m'en tenir au substitut que vous voulez bien me proposer, lequel me semble fort sympathique. Sherlock Holmes me jeta un regard lourd de sens et eut un imperceptible haussement d'épaules. Dans ce cas, monsieur, dit-il, voici votre chapeau et voici votre oie. À propos de l'autre, celle que nous avons mangée, serait-il indiscret de vous demander où vous vous l'étiez procurée? Je suis assez amateur de volaille et j'avoue avoir rarement rencontré une oie aussi grasse à ce point. Il n'y a aucune indiscrétion, répondit Baker, qui s'était levé et qui, son oie sous le bras, s'apprêtait à se retirer. Nous sommes quelques camarades qui fréquentons l'Alpha Inn, un petit café, qui est tout près du British Museum, où nous travaillons. Cette année, le patron, un certain Windigate, un brave homme, qui avait créé ce qu'on appelait un club de Noël, chacun de nous payait quelques pence par semaine et à Noël se voyait offrir une oie par Windigate. J'ai versé ma cotisation avec régularité. Le cafetier a tenu parole. Et vous connaissez la suite. Je vous suis, monsieur, très reconnaissant de ce que vous avez fait, d'autant plus qu'une toque écossaise ne convient ni à mon âge, ni à mon allure. Ayant dit, notre visiteur s'inclina cérémonieusement devant nous et se retira avec une dignité fort comique. Terminé en ce qui concerne monsieur Henry Baker, dit Holmes, une fois la porte fermée. Il est incontestable que l'homme n'est au courant de rien. Vous avez faim, Watson? Pas tellement. Alors nous transformerons notre dîner en souper et nous suivrons la piste tandis qu'elle est chaude. Tout à fait d'accord. Nous passâmes nos pardessus et la gorge protégée par des foulards, nous nous mîmes en route. La nuit était froide, les étoiles brillaient dans un ciel sans nuages et une buée sortait de la bouche des passants. Nos pas sonnant haut sur le trottoir, nous traversâmes le quartier des médecins, suivant Wimpole Street, Harley Street, puis Wigmore Street, pour gagner Oxford Street. Un quart d'heure plus tard, nous étions dans le Bloomsbury et pénétrions dans l'Alpha Inn, un petit café faisant le coin d'une des rues qui descendent vers Holborn. Holmes s'approcha du bar et, avisant un homme à figure rougeaude et à tablier blanc, qui ne pouvait être que le patron, lui commanda 2 verres de bière. « Votre bière doit être excellente, ajouta-t-il. Si elle est aussi bonne que vos oies. »« Mes oies ?» Le cafetier paraissait fort surpris. « Oui, nous parlions d'elle il n'y a pas une demi-heure avec monsieur Henry Baker, qui était membre de notre club de Noël. »« Ah, je comprends. Seulement voilà, monsieur, ce ne sont pas du tout mes oies. »« Vraiment? Alors d'où viennent-elles? »« J'en avais acheté 2 douzaines à un marchand de Covent Garden. »« Ah oui, j'en connais quelqu'un. Qui était-ce? »« Un certain Breckinridge. »« Je ne le connais pas. À votre santé, patron, et à la prospérité de la maison. » Peu après, nous nous retrouvions dans la rue. « Et maintenant, reprit Holmes, boutonnant son par-dessus, allons voir monsieur Breckinridge. N'oubliez pas, Watson, que si, à l'une des extrémités de la chaîne, nous avons cette oie, qui n'évoque que des festins familiaux, à l'autre bout, nous avons un homme qui récoltera certainement 7 ans de travaux forcés, si nous ne démontrons pas qu'il est innocent. Il se peut que notre enquête confirme sa culpabilité, mais dans ce cas, comme dans l'autre, nous tenons par l'effet du hasard une piste qui a échappé à la police. Il faut la suivre. Donc, direction plein sud. Nous traversâmes Holborn pour nous engager après avoir descendu Handel Street dans le dédale des allées du marché de Covent Garden. Nous découvrîmes le nom de Breckinridge au fronton d'une vaste boutique. Le patron, un homme au profil chevalin, avec des favoris fort coquettement troussés, aidait un de ses commis à mettre les volets. Holmes s'approcha.
Bonsoir, dit-il. Il ne fait pas chaud, hein? Le commerçant répondit d'un signe de tête et posa sur mon ami un regard interrogateur. Holmes montra de la main les tables de marbre vides de marchandises. Vous n'avez plus de doigts, à ce que je vois. Il y en aura 500 demain matin. Ça ne m'arrange pas. Il m'en reste une là-bas. Vous voulez la voir? J'ai oublié de vous dire que je viens vers vous avec une recommandation. Ah, de qui? Du patron de l'Alpha. Ah oui? Je lui en ai vendu 2 douzaines. Et des belles. D'où venaient-elles? À ma grande surprise, la question provoqua chez le marchand une véritable explosion de colère. Il se campa devant Holmes, les poings sur les hanches et la tête levée dans une attitude de défi. « Ah ça, dit-il, où voulez-vous en venir? Dites-le franchement tout de suite. »« C'est tout simple, répondit Holmes. J'aimerais savoir qui vous a vendu les oies que vous avez procurées au patron de l'Alpha. »« Eh bien, je ne vous le dirai pas, ça vous gêne? »« Pas le moins du monde, car la chose n'a pas grande importance. Ce qui m'étonne, c'est que vous montiez sur vos grands chevaux pour si peu. »« Que je monte sur mes grands chevaux? Je voudrais bien voir ce que vous feriez, si on vous embêtait comme on m'embête avec cette histoire-là. Lorsque j'achète de la belle marchandise et que je la paie avec mon bel argent, je pourrais croire que c'est terminé, eh bien pas du tout. C'est des questions à n'en peut plus finir. Ces oies, qu'est-ce qu'elles sont devenues? À qui les avez-vous vendues? Combien en demanderiez-vous? Etc. Parole, quand on voit le potin fait autour de ces bestioles, on croirait qu'il n'y a pas d'autres oies au monde. Je n'ai rien à voir avec les gens qui ont pu vous poser ces questions, répondit Holmes, sur un ton de parfaite insouciance. Puisque vous ne voulez pas nous renseigner, nous annulerons le pari et on n'en parlera plus. Malgré cela, je sais ce que je dis, et je suis toujours prêt à parier ce qu'on voudra. Que l'oie que j'ai mangée ne peut avoir été engraissée ailleurs qu'à la campagne. Dans ce cas-là, répliqua le marchand, vous avez perdu. Elle était de Londres. Impossible. Je vous dis que si. Je ne vous crois pas. Est-ce que vous vous figurez par hasard que vous connaissez la volaille mieux que moi, qui la manipule depuis le temps où je portais des culottes courtes? Je vous répète que toutes les oies que j'ai livrées à l'Alpha avaient été engraissées à Londres. Vous ne me ferez jamais croire ça. Vous voulez parier? C'est comme si je vous prenais de l'argent dans la poche, étant donné que je suis sûr d'avoir raison. Et je veux bien vous parier un souverain, histoire de vous apprendre à être moins têtu. Le marchand ricana interpella son commis. Bill, apporte-moi mes livres. Une demi-minute plus tard, M. Breckinridge allait se placer dans la lumière de la lampe pendue au plafond de la boutique. Il tenait ses livres à la main, un petit carnet mince et graisseux et un grand registre au dos fatigué. Et maintenant, dit-il, à nous deux, monsieur la certitude. Je crois bien qu'il ne nous reste encore une oie de plus que je le pensais. Vous voyez ce carnet? Oui. C'est là-dessus que je note le nom de mes fournisseurs. Sur cette page, vous avez tous les noms de tous ceux qui habitent hors de Londres, avec, à la suite de chacun, un chiffre qui renvoie à la page du registre où se trouve leur compte. Sur cette autre page, voici, à l'encre rouge, la liste complète de mes fournisseurs à Londres. Voulez-vous lire vous-même le nom porté sur la 3e ligne? Holmes obéit. Madame Oakshott, 117 Brixton Road, 249. Bon, voulez-vous prendre le registre et l'ouvrir à la page 249? Vous voulez lire? Madame Oakshott, volaille, 117 Brixton Road. Donnez-moi l'avant-dernière ligne du compte. 22 décembre, 24 oies à 7 shillings 6 pence. Parfait. La suivante. Vendu à Monsieur Windigate, de l'Alpha, à 12 shillings pièce. Et alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Sherlock avait l'air consterné. Il tira un souverain de son gousset, le jeta sur une table avec la mine de quelqu'un qui est trop écœuré pour ajouter quoi que ce soit, et se retira sans un mot. Nous fîmes quelques pas, puis sous un réverbère, il s'arrêta, riant de ce rire silencieux que je n'ai jamais connu qu'à lui.
Quand vous rencontrez un type qui porte de tels favoris et qui a un journal de course dans la poche, me dit-il, il y a toujours moyen de faire un pari avec lui. J'aurais offert 100 livres à ce bonhomme. Il ne m'aurait pas donné des renseignements aussi complets que ceux qu'il m'a fournis, spontanément, uniquement parce qu'il croyait me prendre de l'argent à la faveur d'un pari. J'ai l'impression, Watson, que notre enquête touche à sa fin. Toute la question est de savoir si nous rendons visite à Madame Oakshott ce soir ou si nous attendons demain matin. D'après ce que nous a dit ce bourru personnage, il est évident que nous ne sommes pas les seuls à nous intéresser à cette affaire. Je devrais... Il s'interrompit, des éclats de voix frappant nos oreilles qui paraissaient provenir de la boutique même que nous venions de quitter. Nous nous retournâmes. Un petit bonhomme dont le visage faisait songer à un rat affrontait Breckinridge qui, debout dans l'encadrement de sa porte, secouait son poing sous le nez de son visiteur, tout en l'envoyant en diable. « J'en ai assez de vous et de vos oies, hurla-t-il. Si vous continuez à m'embêter avec ces boniments, je lâcherai mon chien à vos trousses. Amenez-moi Madame Oakshott et je lui répondrai. Mais vous, en quoi cela vous regarde-t-il? Est-ce que je vous ai acheté des oies? Non, seulement il y en avait tout de même une qui était à moi. Réclamez-la à Madame Oakshott. C'est elle qui m'a dit de venir vous trouver. Allez trouver le roi de Prusse si ça vous amuse, mais ici, vous vous trompez de porte. J'en ai par-dessus la tête de cette histoire-là. Fichez-moi le camp. Il avança d'un pas menaçant. Le petit homme disparut dans l'obscurité. Voilà qui nous épargne sans doute une visite à Brixton Road, dit Holmes, revenant sur ses pas. Il y a peut-être quelque chose à tirer de ce petit bonhomme. Nous le rattrapâmes sans trop de difficulté. Il fit un véritable bond quand Holmes lui frappa l'épaule. Tournant vers mon ami, un visage d'où toute couleur avait brusquement disparu, il demanda, d'une voix blanche, qui il était et ce qu'il voulait. Holmes s'expliqua avec douceur. « Je m'en excuse, dit-il, mais je n'ai pas pu faire autrement que d'entendre, sans le vouloir, la petite discussion que vous venez d'avoir avec le marchand d'oies. Je crois que je pourrais vous être utile. »« Vous? Mais qui êtes-vous? Et que savez-vous de cette histoire-là? » »« Je m'appelle Sherlock Holmes et c'est mon métier de savoir ce que les autres ne savent pas. Mais cette affaire, vous en ignorez tout. Permettez, je la connais à fond, au contraire. Vous essayez de savoir ce que sont devenues des oies qui furent vendues par Madame Oakshott de Brixton Road à un commerçant du nom de Breckinridge, lequel les a vendues à Monsieur Windigate dans l'Alpha Inn, qui les a lui-même réparties entre ses clients, parmi lesquels se trouve un certain Monsieur Henry Baker. « Monsieur, s'écria le petit homme, vous êtes évidemment la personne que je souhaitais le plus rencontrer. » Il tremblait. Il ajouta. « Il m'est impossible de vous dire quelle importance cette affaire représente pour moi. » Sherlock Holmes héla un fiacre qui passait. « Dans ce cas, dit-il, nous poursuivrons mieux cet entretien dans une pièce bien close que dans les courants d'air de ce marché. Cependant, avant d'aller plus loin, puis-je vous demander à qui j'ai le plaisir d'être agréable? » L'homme hésita un moment. Guettant Holmes du coin de l'œil, il répondit. « Je m'appelle John Robinson. »« Non, dit Holmes, de son ton le plus aimable, c'est votre nom véritable que je vous demande. Il est toujours gênant de traiter avec quelqu'un qui se présente à vous sous un pseudonyme. » L'autre rougit. « Alors je m'appelle James Ryder. »« C'est ce que je pensais, vous êtes le chef du personnel au Cosmopolitan Hotel, c'est bien ça. Montez en voiture, je vous prie. Je serai bientôt en mesure de vous dire tout ce que vous désirez savoir. » Le petit homme nous regardait hésitant, visiblement partagé entre la crainte et l'espérance, comme quelqu'un qui ne sait pas très bien s'il est près du triomphe ou au bord de la catastrophe. Il se décida enfin à monter dans le fiacre. Une demi-heure plus tard, nous nous retrouvions à Baker Street, dans le bureau de Sherlock Holmes. Pas un mot n'avait été prononcé durant le trajet, mais la respiration pénible de notre compagnon et l'agitation de ses mains, dont les doigts étaient en perpétuel mouvement, trahissaient sa nervosité. « Nous voici chez nous, » dit Holmes avec bonne humeur, en pénétrant dans la pièce. « On a plaisir à voir du feu en un pareil temps. Vous avez l'air gelé, monsieur Ryder. Prenez ce fauteuil, voulez-vous?
Je vais enfiler mes pantoufles et nous nous occuperons de cette affaire qui vous intéresse. Voilà. Maintenant, je suis à vous. Vous voulez savoir ce que sont devenus ces oies? Oui, monsieur. Ou plutôt, j'imagine, cette oie. Je ne crois pas me tromper si je dis que l'oie en question était toute blanche, avec une barre transversale, noire à la queue, c'est bien ça? Oui, monsieur, vous savez où elle est? Ryder était si ému que sa voix s'étranglait. Oui, je l'ai eue ici. Ici? Oui, c'était une oie remarquable. Je ne m'étonne pas de l'intérêt que vous lui portez. Après sa mort, elle a pondu un œuf. Le plus beau petit œuf bleu qu'on ait jamais vu. Il est ici, dans mon musée. Notre visiteur s'était levé en chancelant, accroché d'une main au manteau de la cheminée. Il regardait Holmes qui ouvrait son coffre-fort pour en extraire l'escarboucle bleue. Mon ami, la tenant entre le pouce et l'index, la fit voir à Ryder. La pierre étincelait. Ryder, le visage contracté, n'osait ni réclamer l'objet, ni dire qu'il ne l'avait jamais vu. La partie est jouée, Ryder, dit Holmes d'un ton calme. Cramponnez-vous, mon garçon, sinon vous allez tomber dans le foyer Watson. Aidez-le donc à s'asseoir. Il n'a pas assez de cran pour commettre des crapuleries et s'en tirer sans dommage. Donnez-lui une gorgée de cognac, il reprend figure humaine. Mais c'est une chiffre, tout de même. Ryder, qui avait failli s'écrouler sur le plancher, s'était un peu ressaisi. L'alcool lui avait mis un peu de couleur aux joues. Il levait vers son accusateur un regard craintif. « J'ai en main à peu près tous les maillons de la chaîne, » reprit Holmes, « et toutes les preuves dont je pourrais avoir besoin. Vous n'avez donc pas grand-chose à me raconter. Cependant, pour qu'il n'y ait pas de trou dans mon histoire, ce que vous pourriez me dire, j'aimerais l'entendre. Naturellement, cette escarboucle bleue, on vous avait parlé d'elle. » Ryder balbutia sa réponse. « Oui, Catherine Cusack. »« Compris. La femme de chambre de la comtesse, l'idée qu'il vous était possible d'acquérir d'un seul coup un véritable joyau a été pour vous une tentation trop forte, comme elle l'a déjà été pour bien d'autres. Seulement vous n'avez pas été très scrupuleux sur le choix des moyens et j'ai l'impression, Ryder, qu'il y en a en vous l'étoffe d'une jolie crapule. Vous saviez que ce Horner le plombier avait été impliqué autrefois dans une vilaine affaire et que les soupçons s'arrêteraient volontiers sur lui. Vous n'avez pas hésité. Avec Catherine Cusack, votre complice, vous vous êtes arrangé pour qu'il y eût une petite réparation à faire dans l'appartement de la comtesse, et vous avez veillé personnellement à ce qu'elle fût confiée à Horner et non à un autre. Après son départ, vous avez forcé le coffret à bijoux, donné l'alarme et fait arrêter le pauvre type qui ne se doutait de rien, après quoi Ryder brusquement se jeta à genoux, les mains jointes, geignant et pleurnichant. Il suppliait mon ami de l'épargner. Pour l'amour de Dieu, ayez pitié de moi. J'ai un vieux père et une vieille maman. Ils ne survivront pas à ça. C'est la première fois que je suis malhonnête et je ne recommencerai jamais. Je vous jure sur la Bible. Ne me traînez pas dans les tribunaux, je vous en prie. Holmes restait calme. Regagnez votre fauteuil, ordonna-t-il d'un ton sec. C'est très joli de demander aux gens d'avoir pitié. Mais il semble qu'il vous a été assez égal d'envoyer ce pauvre Horner devant les juges pour un méfait dont il ignorait tout. Je m'en irai, monsieur Holmes. Je quitterai le pays. À ce moment-là, ce n'est plus lui qu'on accusera. Nous verrons ça. En attendant, parlez-nous un peu de ce second acte. Cette pierre, comment s'est-elle retrouvée dans l'oie? Et cette oie, comment est-elle arrivée sur le marché? Dites-nous la vérité, c'est la seule chance de vous en sortir. Ryder passa la langue sur ses lèvres sèches. Monsieur Holmes, dit-il enfin, je vais vous raconter les choses exactement telles qu'elles se sont passées. Quand Horner a été arrêté, je me suis dit que ce que j'avais de mieux à faire, c'était de me débarrasser de la pierre sans plus attendre, étant donné qu'il n'a pas été prouvé du tout que la police n'aurait pas l'idée de me fouiller et de me perquisitionner dans ma chambre. Il n'y avait pas de cachette sûre dans l'hôtel. Je suis donc sorti, comme si j'avais à faire quelque chose dehors. Et je me suis rendu chez ma sœur. Elle est mariée à un certain Oakshott, avec qui elle exploite dans Brixton Road un commerce de volailles. Durant tout le trajet, j'ai eu l'impression que tout passant que je rencontrais était un agent de police ou un détective, et bien qu'il fît très froid, j'étais en nage. Quand j'arrivai chez ma sœur, elle me trouva si pâle qu'elle me demanda si je n'étais pas souffrant. Je lui répondis que j'étais seulement bouleversé par un vol de bijoux qui avait été commis à l'hôtel, et je passai dans la cour de derrière pour y fumer une pipe et réfléchir à la situation. Je me souvins d'un de mes vieux amis qui s'appelait Maudsley,
et qui avait mal tourné. Il venait de sortir de Pentonville après un long séjour en prison. Un jour, nous avions eu ensemble une longue discussion sur les procédés utilisés par les voleurs pour se débarrasser de leur butin. J'en savais assez long sur son compte pour être sûr qu'il ne me trahirait pas. Je venais de décider d'aller le voir à Kilburn, où il habite, et à me confier à lui, certain qu'il m'indiquerait le meilleur moyen de traiter de l'argent de la pierre que j'avais dans ma poche. Quand je songeais à cette peur qui me tenaillait depuis que j'étais sorti de l'hôtel. Le premier flic venu pouvait m'interpeller, me fouiller, et trouver l'escarboucle dans mon gousset. Je pensais à tout ça adossé au mur, tout en regardant les oies qui se dandinaient dans la cour. Et soudain une idée me traversa l'esprit, une idée dont j'étais sûr qu'elle me permettrait de tenir en échec tous les détectives du monde, et le plus fort d'entre eux. Ma sœur m'avait dit quelques semaines plus tôt que je pourrais choisir dans ces oies celle dont j'aimerais qu'elle me fît cadeau à Noël. Elle a toujours été de parole et il me suffisait donc de choisir mon oie tout de suite et de lui faire avaler ma pierre. Après ça, je pourrais m'en aller tranquillement à Kilburn. Ma bête sous le bras, il y avait dans la cour une petite remise derrière laquelle je fis passer une des oies, une volaille bien grasse, toute blanche avec la queue barrée de noir. Je l'attrapai et l'obligeant à ouvrir le bec, je lui fis entrer la pierre dans le gésil. L'opération ne fut pas facile, et cette maudite oie se débattit tellement qu'elle finit par m'échapper s'envolant avec de grands cris, qui attirèrent ma sœur, laquelle se demanda ce qui se passait. « Tu m'as dit, lui répondis-je, que tu me donnerais une oie pour Noël. J'étais en train de chercher la plus grasse. » Elle haussa les épaules. « Ton oie est choisie depuis longtemps, c'est la grosse, toute blanche que tu vois là-bas. Il y en a 26 en tout, une pour toi, une pour nous, et 24 pour la vente. »« C'est très gentil, Maggie, répliquai-je. Mais si ça te fait rien, j'aimerais mieux avoir celle que je tenais il y a un instant. » Elle protesta. « L'autre pèse au moins 3 livres de plus et nous l'avons engraissée spécialement pour toi. » Naturellement, je m'entêtai. « Ça ne fait rien, je préfère l'autre. Si tu ne vois pas d'inconvénient, je vais l'emporter tout de suite. » Ma sœur ne savait plus quoi répliquer. « Très bien, dit-elle. Laquelle est-ce » Je la lui montrai. La blanche avec un trait noir sur la queue. « Parfait, tu n'as qu'à la tuer à l'emporter. » C'est ce que je fis, monsieur Holmes. Mon oie sous le bras, je m'en allai à Kilburn. Je racontai mon histoire au compagnon en question, qui était de ceux qu'elle ne pouvait indigner, et il le fit bien rire. Après quoi, nous prîmes un couteau et nous ouvrîmes la bestiole. La pierre n'était pas à l'intérieur, je crus que j'allais m'évanouir. Tout était évident que je m'étais trompé, et l'erreur avait quelque chose de tragique. Je retournai chez ma sœur en courant. Il n'y avait plus une oie chez elle. « Où sont-elles » m'écriai-je. « Vendues » me répondit-elle. « À qui ?»« À Breckenridge, de Covent Garden. »« Mais il y avait donc 2 qui avaient une barre noire sur la queue » demandai-je. « Oui, nous n'avons jamais pu les distinguer l'une de l'autre. » À ce moment-là, j'ai compris tout, mais il était trop tard. Je courus chez ce Breckenridge. Toutes ces oies étaient déjà vendues, et impossible de savoir à qui. Vous avez pu voir vous-même comment il répond aux questions qu'on lui pose. J'ai insisté, je n'ai pu obtenir de lui absolument rien. Ma sœur, elle, a cru que je devenais fou, et je me demande parfois si elle n'avait pas raison. Je suis un voleur, et je suis déshonoré pour rien. Mon Dieu, mon Dieu. La tête dans ses mains, l'homme pleurait. Il y eut un long silence, troublé seulement par ses sanglots et par le martèlement rythmé des doigts de Holmes, pianotant sur le bord de la table. Au bout d'un instant, mon ami se leva et alla ouvrir la porte. « Allez-vous-en, » dit-il. Ryder sursauta. « Oh, monsieur, merci, Dieu vous bénisse. On ne vous demande rien. Filez. » Ryder ne se le fit pas dire 2 fois. Il se précipita vers la sortie, dégringola l'escalier 4 et j'entendis la porte de la rue claquer derrière lui. Holmes se rassit dans son fauteuil, et tout en rembourrant une pipe en terre, tira en quelques mots la conclusion de l'aventure. « Après tout, Watson, me dit-il, je ne suis pas chargé par la police de suppléer ses déficiences. Si Horner risquait quelque chose, le problème se présenterait différemment. Mais étant donné que Ryder n'osera jamais se présenter à la barre, l'affaire tournera court, c'est évident. Sans doute, on peut estimer que je ne fais pas mon devoir.
Seulement, j'ai peut-être sauvé une âme. Ce type ne se risquera plus à être malhonnête, alors que si nous l'envoyons en prison, il deviendra un gibier de potence. Enfin, nous sommes en cette époque de l'année où il convient de pardonner. Le hasard nous a saisis d'un petit problème, à la fois curieux et amusant. Nous l'avons résolu et la solution suffit à nous payer de nos peines. Si vous voulez bien, docteur, appuyez sur la sonnette. Nous commencerons avant qu'il ne soit longtemps une autre enquête où un coq de bruyère jouera cette fois un rôle de première importance. Fin. L'histoire s'intitule Le vampire du Sussex. Holmes avait attentivement lu une lettre que lui avait apportée le dernier courrier. Puis avec le rire sec, qui chez lui pouvait passer pour un véritable éclat de rire, il me l'attendit. En fait de mélange moderne et de médiéval, de pratique et de sauvagement fantaisiste, je crois que ceci est un comble, me dit-il. Qu'en pensez-vous, Watson? Je lus ce qui suit. Carltis Old Jury, 19 novembre. Affaire vampire. Monsieur, notre client, monsieur Robert Ferguson, de Ferguson Muirhead, courtier en thé de Mincing Lane, nous a posé quelques questions par lettre à propos des vampires. Comme notre société est spécialisée exclusivement dans l'expertise des thés, l'affaire semble échapper à notre compétence. Aussi avons-nous recommandé à monsieur Ferguson, par ce même courrier, d'entrer en rapport avec vous et de vous soumettre son dossier. Nous n'avons pas oublié votre réussite dans l'affaire de Mathilda Briggs. Nous sommes, monsieur, fidèlement vôtres. Morrison et Dodd. Mathilda Briggs n'est pas le nom d'une jolie femme, Watson. C'était un navire qui fut mêlé à l'affaire du rat géant de Sumatra, histoire à laquelle le monde n'est pas encore préparé. Mais que savons-nous des vampires? Les vampires sont-ils aussi de notre compétence? Tout vaut mieux que l'inaction. Mais en vérité, je crois qu'on nous a branchés sur un conte de Grimm. Allongez le bras, Watson, et voyons un peu ce que nous indiquera la lettre V. Je me penchai en arrière pour m'emparer du gros volume de référence auquel il avait fait allusion. Holmes le posa en équilibre sur ses genoux, et ses yeux parcoururent lentement et avec amour la liste des vieilles affaires, mélangée avec des renseignements accumulés depuis plusieurs lustres. Voyage du Gloria Scott, lut-il tout haut. Vilaine affaire. J'ai vaguement le souvenir que vous avez raconté l'histoire, Watson, et que je me suis trouvé dans l'incapacité de vous féliciter de votre version des faits. Victor Lynch, le faussaire, venimeux lézard, le gila, un cas sortant tout à fait de l'ordinaire, celui-là. Victoria, la belle du cirque, Vanderbilt et le Yeggman, Vipère Vigor, la merveilleuse Hammersmith, brave vieil Index, imbattable. Écoutez bien, Watson, vampirisme en Hongrie et vampire en Transylvanie. Il tourna rapidement les pages, se pencha avec avidité sur sa découverte. Mais il rejeta bientôt le gros livre en poussant une exclamation de déception. Ça ne vaut rien, Watson, rien du tout. Qu'avons-nous à voir avec ces histoires de cadavres qui se promènent s'ils ne sont pas cloués dans leur tombeau par des pieux fichés en plein cœur? Nous sommes en pleine folie. Mais le vampire, objectai-je, n'est pas forcément un mort. Un être vivant pourrait être un vampire. J'ai lu, par exemple, quelque chose sur des monstres qui suçaient le sang des enfants pour conserver leur jeunesse. Vous avez raison, Watson, cette légende est mentionnée dans mon index. Mais prendrons-nous au sérieux de telles fariboles? Notre agence a les pieds sur terre, et j'entends qu'elle les y maintienne. Le monde est assez vaste pour notre activité. Nous n'avons pas besoin de fantômes. Je crains que nous ne puissions nous occuper de ce monsieur Ferguson. Après tout, cette autre lettre émane peut-être de lui, et contient-elle des renseignements plus précis sur ce qui le tracasse? Il prit une deuxième lettre que je n'avais pas remarquée sur la table, tant il était absorbé par la première. Il commença à la lire avec un sourire amusé, qui progressivement disparut pour faire place à une expression d'intérêt et de concentration mentale intense. Quand il eut fini, il demeura quelques instants silencieux, la lettre dansait entre ses doigts. Finalement, d'un mouvement brusque, il émergea de sa rêverie. Cheeseman's Lamberley. Où se trouve Lamberley, Watson?
dans le Sussex, au sud de Horsham. Pas très loin, hein? Et Cheesemans? Je connais cette région, Holmes. Elle est pleine de vieilles maisons qui ont été baptisées du nom des hommes qui les ont construites il y a plusieurs siècles. Par exemple, Audleys, aux Harveys, aux Carringtons. Les gens ont sombré dans l'oubli, mais leurs noms vivent encore dans leurs maisons. En effet, dit Holmes, non sans froideur. L'une des caractéristiques de sa nature fière et indépendante était que, tout en enregistrant dans sa cervelle très rapidement et avec précision une nouvelle information, il témoignait rarement de la gratitude à celui qui la lui communiquait. Il reprit un peu plus tard. J'ai l'impression que nous allons mieux connaître Cheesemans, Lamberley, dans les heures qui suivent. Comme je l'avais espéré, cette lettre est de Robert Fergusson. D'ailleurs, il vous connaît. Il me connaît? Lisez plutôt. Il me fit passer la lettre. Elle portait en en-tête l'adresse mentionnée plus haut. Cher Monsieur Holmes, mes hommes de loi m'ont conseillé de m'adresser à vous, mais il s'agit d'une affaire si extraordinairement délicate qu'elle est très difficile à exposer. Elle concerne l'un de mes amis au nom duquel j'agis. Ce gentleman, il y a 5 ans, a épousé une péruvienne, fille d'un négociant péruvien, dont il avait fait la connaissance au cours d'un voyage d'importation de nitrate. La jeune fille était d'une grande beauté, mais sa qualité d'étrangère et sa religion éloignée de la nôtre entraînèrent bientôt des divergences sentimentales entre le mari et la femme. L'amour du mari s'attiédit et il ne tarda pas à se demander si leur union n'avait pas été une erreur. Il sentait qu'il ne pourrait jamais explorer et comprendre certains aspects de son caractère. Le plus pénible est qu'elle l'adorait et que selon toute apparence, elle lui était très attachée. Venons-en maintenant au sujet sur lequel je m'expliquerai mieux quand nous nous rencontrerons. Cette lettre n'a pour but que de vous fournir une idée générale de la situation et de vous demander si vous consentiriez à vous y intéresser. La femme de mon ami commença à manifester quelques traits curieux, très éloignés de sa douceur extraordinaire et de sa gentillesse naturelle. Son mari avait eu, d'une première femme, un fils. Cet enfant, qui a aujourd'hui 15 ans, est charmant, affectueux, bien que, malheureusement, il ait été victime d'un accident dans sa jeunesse. À 2 reprises, la femme de mon ami fut surprise en train de battre ce pauvre garçon qui ne l'avait nullement provoqué. Et une fois, elle le frappa à coups de canne avec une telle violence qu'il en garda une faiblesse au bras. C'était peu, néanmoins, à côté de son comportement envers son propre fils, qui n'a pas encore 1 an. Il y a 1 mois, la nurse avait laissé l'enfant seul pendant quelques minutes. Un cri de bébé, un vrai cri de douleur, fit accourir la nurse. Quand elle entra dans la chambre, elle vit sa maîtresse, la mère du bébé, penchée au-dessus de l'enfant, à qui elle mordait le cou. Une petite blessure était visible sur le cou, et le sang s'en échappait. Horrifiée, la nurse voulut prévenir le père, mais la mère la supplia d'en rien faire, et lui fit cadeau de 5 livres pour qu'elle se taise. Elle ne fournit de son acte aucune explication, et l'affaire fut passée au silence. Elle n'en laissa pas moins une terrible impression sur l'esprit de la nurse. Depuis, elle se mit à surveiller de près sa maîtresse et à monter la garde auprès du bébé qu'elle aimait tendrement. Il lui semblait que, tandis qu'elle surveillait la mère, celle-ci la surveillait également, et que chaque fois qu'elle devait quitter l'enfant, la mère n'attendait que ce prétexte pour s'en approcher. Jour et nuit, la nurse veillait sur le bébé. Jour et nuit, la mère paraissait aux aguets, comme le loup guette l'agneau. Cela doit vous sembler incroyable, pourtant, je vous demande de prendre ce récit au sérieux, car la vie d'un enfant et l'équilibre d'un homme sont en cause. Enfin, le jour terrible arriva, où les faits ne purent être dissimulés. Les nerfs de la nurse cédèrent. Incapable de supporter cette tension, elle libéra sa conscience devant le père. Réagissant comme vous, peut-être aujourd'hui, il écouta la nurse comme s'il avait écouté une histoire de sauvage. Il savait que sa femme l'aimait et qu'elle était, exception faite de mauvais traitements qu'elle avait infligés à son beau-fils, une mère tendre. Pourquoi dès lors aurait-elle blessé leur cher petit bébé? Il répondit à la nurse qu'elle rêvait et que ses propos étaient dignes d'une hystérique, et qu'il ne tolérerait plus de tels racontars sur sa maîtresse. Pendant qu'ils discutaient, ils entendirent un cri de souffrance. La nurse et son maître se précipitèrent dans la nurserie.
Imaginez les sentiments de mon ami, M. Holmes, quand il vit sa femme se redresser. Elle était agenouillée à côté du berceau, et le sang coulait sur le cou découvert de l'enfant, et sur le drap. Il poussa une exclamation d'horreur, attira le visage de sa femme à la lumière. Elle avait du sang autour des lèvres. C'était elle, et sans le moindre doute, qui avait bu le sang du pauvre petit. L'affaire en était là, la mère maintenant recluse dans sa chambre, et n'eut aucune explication. Mon ami est à moitié fou. Il ne connaît, et moi non plus, pas grand-chose sur le vampirisme, en dehors du nom. Nous avions cru que c'était des histoires de sauvages, dans des pays lointains. Et cependant, ici, au cœur du Sussex anglais, il existe. Nous pourrons en discuter ensemble demain matin. Me recevrez-vous? Emploierez-vous vos grandes facultés pour secourir un homme aux abois? Si vous acceptez, ayez l'obligeance de télégraphier à Ferguson, Cheesemans, Lamberley, et je serai chez vous demain à 10 heures. Votre dévoué, Robert Ferguson. P.S. Je crois que votre ami Watson a joué au rugby dans l'équipe de Blackheath, pendant que j'étais 3/4 de l'équipe de Richmond. C'est la seule introduction personnelle dont je puisse faire état. Bien sûr que je me souviens de lui, dis-je en reposant la lettre. Big Bob Ferguson, le meilleur 3/4 qui ait jamais possédé Richmond. Il était enjoué, toujours de bonne humeur. Je le vois tout à fait se penchant avec sollicitude sur le cas d'un ami. Holmes me regarda du coin de l'œil et hocha la tête. Je ne connaîtrai jamais vos limites, Watson, fit-il. Vous êtes plein de possibilités inexplorées. Tenez, faites porter cette dépêche, comme le brave type que vous êtes. Examinerons votre cas avec plaisir. Votre cas? Nous n'allons pas le laisser sur l'impression que cette agence est dirigée par de faibles esprits. Voyons, c'est son propre cas à lui. Envoyez-lui ce télégramme et laissez l'affaire en repos jusqu'à demain matin. Ferguson se fit annoncer à 10 heures précises. J'avais gardé de lui le souvenir d'un athlète long et mince à muscles souples, doué d'une jolie pointe de vitesse qui lui permettait de crocheter facilement l'arrière d'en face. Hélas, rien dans la vie n'est plus pénible que de voir l'épave d'un grand sportif qu'on a connu au summum de sa condition. Sa haute charpente était voûtée, ses cheveux blonds avaient presque totalement disparu, ses épaules étaient arrondies. Je crains d'avoir suscité chez lui une émotion correspondante. « Hello, Watson, me dit-il d'un ton encore profond et chaleureux. Vous ne ressemblez plus tout à fait à l'homme que vous étiez quand je vous ai balancé par-dessus les cordes dans la foule à Old Deer Park. J'ai dû changer un peu moi aussi, mais ce sont ces derniers jours qui m'ont fait vieillir. Votre télégramme, monsieur Holmes, m'a appris qu'il serait inutile que je me fasse passer pour le représentant de quelqu'un. Il est plus simple d'être direct, répondit Holmes. Certes. Mais vous pouvez imaginer comme il est malaisé de s'exprimer à l'égard de sa femme, à qui l'on doit aide et assistance. Que puis-je faire? Comment me rendre à la police avec une telle histoire? Et pourtant mes gosses ont le droit d'être protégés. Est-ce de la folie, monsieur Holmes? Est-ce un vice? Dans le sang? Avez-vous déjà rencontré un cas analogue? Pour l'amour de Dieu, conseillez-moi, car je suis au bout de mon rouleau. C'est bien naturel, monsieur Ferguson. Maintenant, asseyez-vous et reprenez votre sang-froid, car j'ai besoin de réponses précises et nettes. Je vous assure que moi, je ne suis pas du tout au bout de mon rouleau, et que je crois fermement que nous trouverons une solution. D'abord, dites-moi, quelles sont les décisions que vous avez prises? Votre femme se trouve-t-elle encore auprès des enfants? Nous avons eu une scène terrible. C'est une femme très amoureuse, monsieur Holmes. Si jamais une femme a aimé avec tout son cœur et toute son âme, c'est elle. Elle m'aime passionnément. Et elle a été déchirée parce que j'ai découvert son secret horrible, incroyable. Elle ne voulait même pas parler. Elle n'a pas répondu à mes reproches. Elle s'est contentée de me regarder dans les yeux avec une sorte de regard sauvage désespéré. Mais elle s'est précipitée dans sa chambre, où elle s'est enfermée. Depuis, elle a refusé de me voir. Elle a une femme de chambre qui la servait déjà avant notre mariage, qui s'appelle Dolores. Une amie plutôt qu'une domestique. C'est elle qui lui apporte ses aliments. L'enfant n'est donc pas en danger immédiat. La nurse, Madame Mason, m'a juré qu'elle ne le quitterait ni le jour ni la nuit.
Je peux lui faire absolument confiance. Je suis moins tranquille pour le pauvre Jack qui, comme je vous l'ai dit dans ma lettre, a été maltraité 2 fois par ma femme. Mais elle ne l'a jamais mordu. Non, elle l'a frappé brutalement. C'est d'autant plus terrible qu'il s'agit d'un infirme inoffensif. La physionomie farouche de Fergusson s'adoucit. On croirait pourtant que la triste condition de mon cher enfant devrait attendrir n'importe quel cœur. Une chute et la colonne vertébrale déviée, monsieur Holmes. Mais il possède le cœur le plus affectueux, le meilleur qui soit. Holmes avait repris la lettre de la veille et la relisait. Qui habite votre maison, monsieur Fergusson? 2 domestiques, qui ne sont pas chez nous depuis longtemps. Un garçon d'écurie, Michael, qui couche dans la maison. Ma femme, moi-même, mon fils Jack, le bébé, Dolores et madame Mason, c'est tout. Je suppose qu'à l'époque de votre mariage, vous ne connaissiez pas très bien votre femme. Je ne la connaissais que depuis quelques semaines. Depuis combien de temps cette Dolores est-elle à son service? Quelques années. Dolores connaît donc mieux que vous le caractère de votre femme. Oui, vous avez raison. Holmes écrivit quelques mots. Je pense, dit-il, que je serai plus utile à Lamberley qu'ici. C'est par excellence un cas pour investigation personnelle. Si votre femme demeure dans sa chambre, notre présence ne peut ni l'ennuyer ni la gêner. Bien entendu, nous descendrons à l'auberge. Fergusson parut soulagé. C'est tout ce que j'espérais, monsieur Holmes. Il y a à 2 heures un excellent train à Victoria, si vous pouviez le prendre. Nous le prendrons. Le calme règne y à Londres, je peux donc vous consacrer toute mon énergie. Watson, naturellement, m'accompagnera. Mais avant de partir, je voudrais obtenir quelques petites précisions de détail. Cette malheureuse femme, si j'ai bien compris, a été prise en flagrant délit contre les 2 enfants, son bébé et votre propre fils. Oui, mais ces mauvais traitements n'ont pas été les mêmes, n'est-ce pas? Elle a battu votre fils. Une fois avec une canne et une autre fois très brutalement avec ses mains. A-t-elle expliqué pourquoi elle l'a frappé? Elle a simplement dit qu'elle le détestait. Elle l'a répété à plusieurs reprises. Ce n'est pas nouveau chez les belles-mères. Nous dirons une jalousie posthume. Votre femme est-elle d'un tempérament jaloux? Oui, elle est très jalouse, jalouse avec toute la violence d'un amour tropical fanatique. Mais ce garçon, il a 15 ans, et il a sans doute l'esprit très développé puisque son corps a des capacités limitées. Ne vous a-t-il pas donné une explication sur ses attaques? Non, il m'a déclaré qu'il n'avait rien fait pour les mériter. En d'autres circonstances, étaient-ils bons amis? Non, jamais il y a eu de tendresse entre eux. Pourtant, vous m'avez dit qu'il était affectueux. Sur cette terre, je ne connais pas de fils plus attaché. Ma vie est toute sa vie. Il s'absorbe dans tout ce que je dis ou je fais. À nouveau, Holmes écrivit quelques mots. Pendant un moment, il réfléchit. Vous et votre fils étiez sans doute de bons camarades avant votre 2e mariage. Le deuil vous avait rapprochés, n'est-ce pas? En effet. Et l'enfant, de par sa nature très affectueuse, était fidèle, probablement, au souvenir de sa mère. Très fidèle. C'est certainement un garçon fort intéressant. Un autre détail au sujet de ses attaques et de ses agressions. Se sont-elles produites pour votre fils et sur le bébé à la même époque? La première fois, oui. Ça a été comme une sorte de frénésie qui s'était emparée d'elle, et qu'elle assouvissait sa fureur sur les 2. La 2e fois, c'est Jack seul qui en a pâti. Madame Mason n'a rien remarqué sur le bébé. Voilà qui complique les choses, évidemment. Je ne vous suis pas très bien, monsieur Holmes. Peut-être. On élabore des théories provisoires et on attend que le temps ou des éléments nouveaux en démontrent la fausseté. Mauvaise habitude, monsieur Fergusson, mais la nature humaine est faible. Je crains que votre ami, monsieur Watson, n'ait vanté à l'excès mes méthodes scientifiques. Tout ce que je peux vous dire actuellement est que votre problème ne m'apparaît pas insoluble. Et vous pouvez compter sur nous pour le train de 2 heures à Victoria. C'est au soir d'une maussade journée brumeuse de novembre que, après avoir laissé nos bagages à Cheekers de Lamberley, nous nous fîmes voiturer à travers l'argile du Sussex, le long d'un interminable chemin en zigzag pour atteindre finalement l'ancienne ferme isolée où habitait Fergusson.
C'était un grand bâtiment, très ancien au centre, très neuf aux ailes, avec des cheminées Tudor et un toit moussu à forte inclinaison. Les marches du perron étaient usées. Sur les vieilles pierres qui s'alignaient au-dessus du porche était gravé le rébut d'un fromage et d'un homme, d'après le nom du premier bâtisseur. À l'intérieur, les plafonds étaient chevronnés de lourdes poutres de chêne, et les planchers, inégaux, fléchissaient pour dessiner des courbures accentuées. Partout on respirait une odeur de vieux et de délabrement. Fergusson nous conduisit dans une très grande pièce centrale ou dans une immense cheminée, à l'ancienne mode pourvue d'une plaque en fer datée de 1670, brûlait allègrement un magnifique feu de bûche. Je regardais la pièce, singulier mélange disparate d'époques et de continents. Les murs à demi recouverts de boiseries devaient dater du premier propriétaire, du XVIIe siècle. Ils étaient cependant ornés, dans la moitié inférieure, d'une rangée de peintures à eau, modernes, et de bon goût. Au-dessus, là où le plâtre jaune succédait au chêne, était accrochée toute une belle collection d'instruments et d'armes de l'Amérique du Sud, qu'avait rapporté, sans doute, la péruvienne d'en haut. Holmes se leva, avec cette curiosité alerte qui lui était particulière, et examina attentivement. Il se retourna, ses yeux étaient pensifs. « Oh !» s'écria-t-il. « Oh !» Un épagneul était sorti d'un panier dans l'angle. Il avançait lentement vers son maître. Il marchait avec difficulté. Ses pattes de derrière fonctionnaient irrégulièrement et sa queue traînait par terre. Il alla lécher la main de Fergusson. « Qu'y a-t-il, monsieur Holmes ?»« Le chien. »« Qu'a le chien ?» Le vétérinaire est bien intrigué. Une sorte de paralysie, d'une myéloméningite, m'a-t-il dit, mais elle est en voie de disparition. Il sera bientôt rétabli, n'est-ce pas, Carlo? Un frémissement approbatif courut le long de la queue pendante. Les yeux tristes du chien nous interrogèrent. Il savait que nous discutions de son cas. Cela lui est-il arrivé tout à coup? En une seule nuit. Il y a longtemps? 4 mois environ. Très intéressant, très instructif. Qui voyez-vous, monsieur Holmes? Une confirmation de mon pronostic. Au nom du ciel, quel est votre pronostic, monsieur Holmes? Il s'agit peut-être pour vous d'un simple puzzle intellectuel, mais pour moi c'est la vie et la mort. Ma femme est une soi-disant meurtrière, mon enfant constamment en danger. Ne jouez pas avec moi, monsieur Holmes, c'est trop terriblement grave. Le gros 3/4 de rugby tremblait de tous ses membres. Holmes posa doucement une main sur son bras. Je redoute que vous n'ayez à souffrir, monsieur Fergusson. Quelle que soit la solution, dit-il, je vous épargnerai au maximum. Pour le moment, je ne veux pas vous en dire davantage. Mais avant d'avoir quitté cette maison, j'espère pouvoir être plus précis. Que Dieu vous entende. Si vous voulez bien m'excuser, messieurs, je vais monter dans la chambre de ma femme et voir s'il n'y a rien de nouveau. Il s'absenta quelques minutes, que Holmes occupa à examiner de nouveau les curiosités suspendues au mur. Quand notre hôte revint, son visage défait nous apprit qu'il n'avait accompli aucun progrès. Il ramenait avec lui une grande fille mince au visage basané. « Le thé est prêt, Dolores, dit Fergusson. Veillez à ce que votre maîtresse ait tout ce qu'elle désire. Elle est très malade, cria la fille, en regardant son maître avec indignation. Elle ne peut pas manger. Elle est très malade. Elle a besoin d'un médecin. J'ai peur de rester avec elle seule, sans médecin. Fergusson me regarda. Dans ses yeux, je lus une question. Je serais très heureux de pouvoir être utile. Votre maîtresse voudra-t-elle voir le docteur Watson? Je le fais monter, pas besoin de sa permission, il le faut un médecin. Je vous accompagne tout de suite. Dolores tremblait d'une forte émotion. Je la suivis dans l'escalier et le long d'un vieux couloir qui aboutissait à une porte massive cloutée de fer. Et je me dis que si Fergusson voulait parvenir de force jusqu'à sa femme, il aurait du mal. La femme de chambre tira une clé de sa poche et les vieux ais de chêne craquèrent sur les gonds antiques. J'entrai. Elle colla à mes talons. Elle referma la porte derrière nous. Sur le lit était étendue une femme qui, visiblement, avait une forte fièvre. Elle n'était qu'à demi consciente quand j'entrai. Je vis
toutefois une paire d'yeux magnifiques, mais épouvantés, qui me regardaient avec terreur. Voyant sa prochaine inconnue, elle sembla rassurée et retomba en soupirant sur les oreillers. Je prononçai quelques mots destinés à la mettre en confiance, et elle ne bougea pas pendant que je prenais son pouls et sa température. L'un et l'autre étaient nettement supérieurs à la normale. Toutefois, j'eus l'impression que son état était plutôt la conséquence d'une excitation mentale et nerveuse que d'une véritable maladie. « Elle est comme ça depuis 2 jours, j'ai peur qu'elle ne meure, dit Dolores. Madame Fergusson tourna vers moi son visage enfiévré. « Où est mon mari ?»« En bas, il désirerait vous voir. »« Je ne veux pas le voir, je ne le verrai pas. » Puis elle me parut livrée au délire. « Un démon, un démon. Que ferais-je avec ce diable? Puis-je vous aider d'une façon ou d'une autre? Personne ne peut m'aider, c'est fini. Tout est détruit. Quoi que je fasse, tout est anéanti. » Elle semblait se faire étrangement illusion. Je ne pouvais pas me représenter l'honnête Fergusson sous la forme d'un diable ou d'un démon. « Madame, lui dis-je, votre mari vous aime tendrement. Il souffre beaucoup de ce qui est arrivé. » De nouveau, elle tourna vers moi ses yeux merveilleux. « Il m'aime, oui. Mais moi, est-ce que je ne l'aime pas? Est-ce que je ne l'aime pas assez pour me sacrifier plutôt que de briser son cher cœur? Voilà comment je l'aime. Et pourtant, il a pu penser de moi, et il a pu parler de moi ainsi. Il est plein de chagrin et il ne peut pas comprendre. Non, il ne peut pas comprendre, mais il devrait me faire confiance. Ne voulez-vous pas le voir, suggérai-je. Non. Je ne puis oublier ces mots terribles et ces regards sur son visage. Je ne peux pas le voir. Partez maintenant. Vous ne pouvez rien pour moi. Dites-lui seulement ceci. Je veux mon enfant. J'ai des droits sur mon enfant. Tel est le seul message que je peux lui adresser. Je revins en bas. Fergusson et Holmes étaient assis près du feu. Fergusson écouta avec tristesse le récit de mon entretien. « Comment puis-je lui envoyer l'enfant, dit-il. Comment saurais-je à quelle impulsion elle obéira? Comment oublierais-je que je l'ai vue se lever à côté du berceau avec du sang autour de ses lèvres? » Ce souvenir le fit frissonner. « L'enfant est en sécurité avec madame Mason, reprit-il. Il restera là. » Une servante accorte avait apporté le thé. Pendant qu'elle emplissait les tasses, la porte s'ouvrit et un jeune garçon pénétra dans la pièce. C'était un enfant peu banal, pâle de visage, blond, avec des yeux bleu clair qui s'allumèrent d'une flamme d'émotion et de joie quand ils se posèrent sur son père. Il courut et passa son bras autour du cou de son père avec l'abandon d'une amoureuse. « Oh papa, s'écria-t-il, je ne savais pas que vous étiez déjà rentré. Autrement je serais venu à votre rencontre. Oh, je suis si content de vous voir. » Fergusson se dégagea doucement de cette étreinte, non sans embarras. « Mon cher petit garçon, dit-il en lui caressant la tête avec tendresse. Je suis revenu de bonne heure parce que mes amis M. Holmes et le docteur Watson ont accepté de descendre jusqu'ici et de passer une soirée avec nous. »« C'est M. Holmes, le détective ?» ?»« Oui. » Le jeune garçon nous dévisagea d'un regard très pénétrant et aussi, me sembla-t-il, très peu amical. « Et votre autre enfant, M. Fergusson, s'enquit Holmes. Pourrions-nous faire la connaissance du bébé? » « Demandez à madame Mason de descendre le bébé, » dit Fergusson. Le jeune garçon sortit. Sa démarche bizarre, traînante, m'informa qu'il souffrait d'une faiblesse de la colonne vertébrale. Il revint bientôt. Derrière lui apparut une grande femme maigre qui portait dans ses bras un très beau bébé aux yeux noirs, aux cheveux d'or. Fergusson lui était évidemment très attaché, le prit dans ses bras, le cajola avec une tendresse touchante. « Je m'étonne bien que quelqu'un ait eu le courage de lui faire du mal, » murmura-t-il en regardant la petite cicatrice rouge sur la gorge du chérubin. À ce moment, par hasard, je regardai Holmes et je vis sa physionomie se durcir. Son visage était aussi rigide que s'il avait été sculpté dans du vieil ivoire, et ses yeux, qui s'étaient portés sur le père et le bébé, fixaient à présent avec une curiosité passionnée un point situé de l'autre côté de la pièce. Suivant son regard, je compris qu'il observait à travers la fenêtre le jardin détrempé et mélancolique. Il est vrai qu'un volet
était à demi clos derrière les vitres et obstruait la vue. Mais néanmoins, c'était certainement sur la fenêtre que Holmes concentrait toute son attention. Puis il sourit, et ses yeux se reportèrent sur le bébé. Sur son cou, bien rose, il y avait une petite marque rouge. Sans dire un mot, Holmes l'examina avec soin. Finalement, il secoua l'un des poings à fossette qui se tendait vers lui. « Bonsoir, petit homme, vous avez fait un curieux départ dans la vie. Nurse, je souhaiterais vous dire un mot en particulier. » Il la prit à part et lui parla sérieusement pendant quelques minutes. Je n'entendis que la dernière phrase. « Vos angoisses, je l'espère, touchent à leur terme. » La nurse, qui semblait être une sorte de personne revêche et taciturne, se retira avec le bébé. « À quoi ressemble Madame Mason ?» demanda Holmes. « Elle n'est peut-être pas d'un physique très avenant, comme vous avez vu, mais elle a un cœur d'or et elle aime beaucoup les enfants. »« Et vous, Jack, aimez-vous Madame Mason ?» Brusquement, Holmes s'était tourné vers le jeune garçon, dont le visage mobile expressif s'assombrit. Jack secoua négativement la tête. Jackie est un passionné, capable de détester autant que d'aimer, commenta Fergusson en passant un bras autour de son fils. Par chance, je suis de ceux qui l'aiment. Le garçon se mit à roucouler et blottit sa tête contre l'épaule de son père. Celui-ci se dégagea. « Allez-vous-en, petit Jackie » commanda-t-il avec gentillesse. D'un regard aimant, il suivit son fils pendant qu'il sortait de la pièce. Puis il se retourna vers Holmes. « Je crois, monsieur Holmes, que je vous ai entraîné dans une affaire stupide, car que pouvez-vous d'autre que de me témoigner votre sympathie? De votre point de vue, vous devez la trouver singulièrement délicate et complexe. »« Elle est sûrement délicate, répondit mon ami en souriant. Mais je ne la crois pas trop complexe. Elle a été à l'origine d'une affaire de déduction intellectuelle. Mais quand cette déduction intellectuelle originelle se trouve confirmée point par point par un certain nombre d'incidents fortuits, alors le subjectif devient objectif. Et nous pouvons déclarer en confiance que le but est atteint. En fait, j'avais formé mes conclusions avant mon départ de Baker Street, et le reste n'a été qu'observation et confirmation. Fergusson posa sa grosse main sur son front plissé. « Au nom du ciel, monsieur Holmes, s'écria-t-il, si vous connaissez la vérité, ne me tenez pas en suspens. Que dois-je faire? Peu importe la manière dont vous avez découvert les faits, du moment que vous les avez bel et bien découverts. Je vous dois une explication et vous l'aurez. Mais permettez-moi de régler l'affaire à ma façon. Madame Fergusson est-elle capable de nous recevoir, Watson? Elle est malade, mais elle est très raisonnable. Bien, c'est seulement en sa présence que nous pouvons tout éclaircir. Montons chez elle. Elle ne veut pas me voir, cria Fergusson. Oh, si elle voudrait bien, fit Holmes, qui écrivit quelques lignes sur une feuille de papier. Vous, Watson, vous avez vos entrées. Aurez-vous la bonté de mettre ce billet à Madame Fergusson? Je remontai l'escalier et tendis le billet à Dolores, qui avait entrouvert précautionneusement la porte. 1 minute plus tard, j'entendis un cri à l'intérieur de la chambre, cri où la joie et la surprise me parurent mêlées. Dolores sortit. « Elle veut bien les voir, dit-elle. Elle écoutera. » J'appelai Fergusson et Holmes. Quand nous entrâmes, Fergusson avança vers sa femme qui s'était redressée dans le lit, mais qui le repoussa d'un geste de la main. Il s'effondra dans un fauteuil. Tandis que Holmes, après s'être incliné devant Madame Fergusson, qui le contemplait avec une stupéfaction visible, prit place sur une chaise à côté de lui. « Je pense que nous pouvons nous passer de Dolores, dit Holmes. « Oh, très bien, madame, si vous préférez qu'elle reste, je n'y vois aucune objection. Monsieur Fergusson, je suis un homme très occupé et très demandé. J'userai donc d'une méthode simple et directe. La chirurgie est la plus rapide et la moins douloureuse. Je vous dirai d'abord ce qui vous apaisera. Madame Fergusson est une femme très bonne, très aimante, à l'égard de qui vous avez commis une grande injustice. » Fergusson sursauta en poussant une exclamation de joie. « Prouvez-moi cela, monsieur Holmes, et je serai votre débiteur pour toujours. »« Je vais vous le prouver, mais je vous préviens que cette démonstration vous fera cruellement souffrir par ailleurs. Je ne m'en soucie pas, du moment que vous lavez ma femme de tout soupçon. Rien sur la terre ne saurait se comparer à cela.
Alors je vais vous dire le raisonnement qui s'est enchaîné dans ma tête à Baker Street. L'idée d'un vampire m'a tout de suite semblé absurde. En Angleterre, il ne se commet pas de tels crimes. Et cependant, vous aviez fait une observation précise. Vous aviez vu votre femme se relever du berceau de votre bébé avec du sang sur les lèvres. Oui. N'avez-vous jamais pensé qu'une blessure pouvait être sucée dans un autre but que pour en aspirer le sang? Dans l'histoire de l'Angleterre, une reine n'a-t-elle pas sucé une blessure de ce genre pour en retirer le poison? Du poison? Vous avez ici des souvenirs de l'Amérique du Sud. J'avais par instinct détecté la présence de ces armes sur le mur avant que mes yeux les eussent aperçues. Le poison aurait pu avoir une autre origine, mais j'avais pensé à ces armes. Quand j'ai vu le petit carquois vide à côté de l'arc pour oiseaux, c'était exactement ce que j'avais pressenti. Si le bébé était piqué par l'une de ces flèches trempées dans du curare ou autre drogue diabolique, la mort serait venue si le poison n'avait pas été immédiatement absorbé. Et le chien, si quelqu'un avait eu l'intention d'utiliser ce poison, ne l'aurait-il pas d'abord essayé? Bien sûr, il n'avait rien perdu de sa force. Je n'avais pas perdu le chien, mais quand je l'ai vu à moitié paralysé, j'ai compris aussitôt. Cette expérience cadrait tout à fait avec ma construction intellectuelle. Comprenez-vous à présent? Votre femme redoutait ce genre d'attaque. Elle en a vu une, et elle a sauvé la vie du bébé. Mais elle n'a pas voulu vous dire toute la vérité, car elle savait que vous aimiez votre fils, et elle craignait de briser votre cœur. Jackie? Je l'ai surveillé, tandis que vous berciez le bébé, il y a un instant. Mon visage était parfaitement réfléchi sur la vitre de la fenêtre, derrière laquelle le volet formait un fond noir. J'ai vu une jalousie et une haine cruelle. Je ne me rappelle pas en avoir jamais vu autant sur une figure d'homme. Mon Jackie! Vous devez faire front, monsieur Fergusson. Cela vous sera d'autant plus pénible que c'est un amour déformé, une tendresse excessive à votre endroit, et aussi, sans doute à l'égard de sa mère défunte, qui ont inspiré ses actes. Son âme se consume dans la haine qu'il a vouée à ce bébé splendide, dont la beauté et la santé contrastent avec sa propre infirmité. Mon Dieu, c'est incroyable. Ai-je dit la vérité, madame? Madame Fergusson sanglotait, le visage enfoui dans les oreillers. Elle se tourna vers son mari. Comment pouvais-je vous le dire, Bob? Je me doutais de la gravité du coup qui vous accablerait. Il valait mieux que j'attende que la vérité vous soit connue par d'autres lèvres que par les miennes. Quand ce gentleman qui a un pouvoir magique m'a écrit qu'il savait tout, j'étais si heureuse. Ma prescription pour maître Jackie serait 1 année en mer, dit Holmes en se levant. Une seule chose n'est pas encore éclaircie, madame. Nous pouvons parfaitement comprendre que vous ayez battu Jackie. La patience d'une mère a ses limites. Mais comment avez-vous osé laisser l'enfant depuis 2 jours? J'avais mis madame Mason au courant. Parfait, c'est ce que j'avais supposé. Fergusson, bouleversé, se tenait à côté du lit. Il tendit à sa femme ses grosses mains tremblantes. C'est l'heure, Watson, où je suppose que nous devons nous esquiver, me chuchota Holmes. Si vous prenez un coude de la trop fidèle Dolores, je prendrai l'autre. Quand il eut refermé la porte derrière lui, il ajouta: Je pense que nous pouvons les laisser conclure l'affaire entre eux. Sur cette aventure, je n'ai retrouvé qu'une note postérieure. C'est la lettre qu'écrivit Holmes pour répondre à celle par laquelle le récit débuta. La voici. Baker Street, 21 novembre. Affaire vampire. Monsieur, en réponse à votre lettre du 19, je vous prie de noter que je me suis livré à l'enquête demandée par votre client, monsieur Fergusson, de Fergusson et Muirhead, courtier en thé, et qu'une conclusion satisfaisante a été donnée à l'affaire, avec mes remerciements pour votre recommandation. Je suis, monsieur, votre dévoué, Sherlock Holmes.